Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. C'est avec, bien évidemment, Alix Nguyen, que l'on salue. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission. Cette question tout d'abord. Quelle scolarité avec la maladie de Crohn? Quels sont les symptômes de cette maladie? Pourquoi ça touche autant de jeunes adultes? Quelle détection? Et quel parcours de soins? Éléments de réponse avec nos deux invités via Teams dans un instant. Dans ce mag, on balayera toutes ces idées reçues concernant la ou les maladies de Crohn, on en parlera là aussi, puis on vous dira aussi quels sont les traitements et où en est la recherche. Il y aura une loupe et c'est bien évidemment avec Alix. Oui, et je vous parle d'un jeune Vendéen fan de vélo qui s'apprête, et atteint bien sûr de la maladie de Crohn, il s'apprête à parcourir la France au profit de l'AFA. Et on en parle, on fera un petit coup de projecteur dans une quinzaine de minutes sur cette initiative. C'est parti. L'expression orale avec mes invités que je vous présente sont plus tardés. Bonjour, docteur Christine Martinez. Via Teams, merci d'être avec nous. Vous êtes gastropédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris. Et puis on est également en visio avec Ève Sommier. Bonjour Ève. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, vous êtes directrice de la communication et du développement d'AFA Crohn RCH France. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette association, s'il vous plaît ? Oui, l'AFA, c'est l'unique association nationale de personnes malades et de proches concernés par une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui a de nombreuses missions, mais parmi lesquelles d'accélérer la recherche pour mieux comprendre ce que sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, leurs causes et aussi trouver de nouvelles pistes thérapeutiques pour mieux les soigner. Et puis l'autre axe majeur, c'est tout ce qui concerne l'information, le soutien et l'accompagnement des personnes malades et de leurs proches. Et on en parle bien évidemment en détail avec vous dans un instant. Docteur Christine Martinez, vous officiez, on le disait au quotidien, à l'hôpital Robert Debré à Paris, l'hôpital des enfants, effectivement. On doit parler de maladie de Crohn au singulier ou de maladie de Crohn au pluriel? Alors votre question, elle est justifiée, parce qu'effectivement, c'est pas toujours la même chose et ça se présente pas toujours de la même façon. Et alors, pour expliquer globalement, on va essayer effectivement d'essentialiser un petit peu, qu'est-ce que la maladie de Crohn et quels en sont les symptômes? Donc la maladie de Crohn, c'est une inflammation du tube digestif qui, chez l'enfant, va se manifester par des symptômes un peu différents chez l'adulte. Chez l'adulte, globalement, c'est une triade douleur abdominale, diarrhée, rectorragie. Chez l'enfant, en fait, il peut y avoir des retards pubertaires, des retards de croissance, une fatigue importante. Évidemment, c'est des maladies qui sont invisibles, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants sont beaux de l'extérieur, on ne voit pas qu'ils sont malades. Et c'est difficile, en fait, en particulier quand vous parlez de scolarité, de se rendre compte qu'un enfant qui a cette maladie qui entraîne beaucoup de fatigue, en fait, va pouvoir avoir un absentéisme important, des thérapeutiques importants, des hôpitaux de jour. Donc c'est des maladies en fait qui vont mobiliser l'enfant et sa famille au quotidien. J'ai lu bon nombre de témoignages, docteur, et c'est vrai que ce qui revient très souvent, que ce soit chez les adultes, les jeunes adultes ou voire les enfants, c'est la fatigue extrême que vous venez d'évoquer et la douleur, une douleur aussi extrême. Donc effectivement, en fait, c'est-à-dire que même une fois qu'on met ces pathologies en rémission, parce qu'on a des thérapeutiques, j'ai vu que vous aviez un item recherche, la recherche avance et en fait on a beaucoup de thérapeutiques maintenant pour ces pathologies. Même quand on met ces maladies en rémission, ce qui peut rester c'est la douleur et la fatigue. La douleur parce qu'en fait ça peut rester sur un mécanisme mémoire avec un système électrique qui va continuer à stimuler les circuits neurologiques. Et qui va prendre du temps à s'effacer. Et la fatigue, elle est multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle peut être liée à l'inflammation, elle peut être liée effectivement à la douleur, parce que la douleur, ça fatigue. Ça peut être lié à la charge mentale qu'ont les patients, d'avoir à gérer tout ce qui gère, les toilettes, etc. Et donc ça, effectivement, ça peut donner une fatigue extrême. D'ailleurs, des équipes de gastro ont participé à une initiative qui s'appelle In My Shoes. En fait, c'est une application qui envoie des messages en permanence pour va aux toilettes maintenant, pour vivre le quotidien de patients atteints de maladie de Crohn. Et en fait, à la fin de la journée, les équipes, elles sont juste submergées et fatiguées parce que cette charge mentale, elle est très importante. Une charge mentale très importante et des symptômes qui peuvent apparaître du jour au lendemain. Ève Sommier, les plus jeunes malades ont quel âge, Ève? Alors, en fait, on peut être diagnostiqué à tous les âges de la vie.
Après, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un pic de diagnostic chez les 15-25 ans et qu'il y a quand même de plus en plus de cas chez les tout petits. Avec des difficultés qui est en fait de vivre toute la vie avec une maladie chronique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont des maladies en augmentation. Sans doute parce que, et beaucoup de recherches s'y intéressent actuellement, parce que des facteurs environnementaux sont aujourd'hui mis en cause dans le déclenchement, mais aussi dans l'aggravation de la maladie. Des facteurs environnementaux qui peuvent être, par exemple, l'alimentation ultra transformée. On s'intéresse particulièrement à des additifs alimentaires et à des émulsifiants. Ça peut être aussi le tabac, la sédentarité, et puis voilà, un certain nombre de facteurs aussi. Alors, la difficulté, c'est qu'en fait, il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir quand on est dans un environnement qui est, par exemple, pollué. C'est compliqué. Après, il y a quand même des facteurs sur lesquels on peut agir, des facteurs sur lesquels on peut agir pour améliorer sa santé et en particulier éviter l'aggravation de l'anémie. Et donc là, ce sont typiquement les facteurs que je vous évoquais, comme l'alimentation, le tabac, pratiquer une activité physique. Voilà. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la maladie de Crohn et la RCH ou rectocolite hémorragique? Alors en fait, c'est deux maladies un peu différentes. La maladie de Crohn, elle peut atteindre tous les segments de la bouche à l'anus de façon segmentaire et focale. Et les lésions, en fait, elles sont assez profondes. On dit typiquement qu'elles sont transmurales. Et donc, ça va conduire à des complications à type de fistule, de sténose et d'abcès. La rectocolite hémorragique, elle va toucher que le côlon. Donc, classiquement, on dit qu'elle débute au rectum et qu'elle se prolonge plus ou moins au côlon. Il n'y a pas d'atteinte des autres segments du tube digestif. Et c'est une atteinte superficielle. Et donc, il n'y a pas de fistule, pas d'abcès, pas d'atteinte périnéale. Donc, c'est deux maladies différentes. Et ce qui joue également, la grosse différence aussi, c'est que le tabac va entraîner des aggravations, des résistances au traitement dans la maladie de Crohn, alors que pour la rectocolite hémorragique, le tabac est un facteur protecteur. Ouais. Et c'est pareil quand même... Oui. Oui, pardon, pardon, je fais une drôle de tête du coup, parce que je suis surpris du coup. Ouais. Allez-y, docteur, pardon. Non, je disais aussi que Mme Saunier parlait de l'alimentation. En fait, tout ce qui est alimentaire va jouer un rôle énorme dans la maladie de Crohn, avec des vrais facteurs reconnus dans la causalité. Alors que dans la rectocolite hémorragique, ces facteurs, ils sont quand même moins importants en termes de causalité et de déclenchement de la maladie. Docteur Martinez, je reprends ce que disait F. Sommier qui disait qu'effectivement ces maladies semblent en nette croissance ces dernières années, effectivement avec bien des facteurs extérieurs, à commencer bien sûr peut-être par la consommation de produits transformés. Mais est-ce qu'on arrive à identifier s'il y a une partie qui est plus fréquemment touchée, une partie du corps qui est plus fréquemment touchée qu'une autre avec ces dernières évolutions? C'est l'enfant. La maladie, elle est plus étendue, elle est plus sévère que chez l'adulte. C'est-à-dire que classiquement, l'adulte va avoir une atteinte iléocécale ou une atteinte iléale. Chez l'enfant, ça va être une atteinte vraiment plus étendue. Donc on est en fait face à un paradigme qui est qu'on a des enfants jeunes qui vont vivre longtemps. Et donc, il va falloir que les traitements marchent longtemps avec des atteintes plus sévères et plus étendues. Donc, on a un vrai challenge thérapeutique. Et c'est pour ça que quand on s'aperçoit, en fait, on se rend compte de plus en plus que l'alimentation joue un rôle, c'est vrai qu'on a envie, en fait, de changer ça, en fait, de se dire que peut-être que on ne changera pas l'industrie alimentaire, on ne changera pas le lobby, mais peut-être que d'un point de vue familial, les familles peuvent revenir à une alimentation un petit peu plus saine. Et docteur, quels sont les premiers signes qui doivent alerter un parent ? Alors, les premiers signes en pédiatrie, ça va être la perte de poids ou le ralentissement de la croissance. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit des patients qui ont mal au ventre, la diarrhée, quand on fait leur courbe de poids et de taille, on se rend compte qu'en fait, ces enfants, ils ont cassé la taille il y a 1 an. C'est-à-dire que leur maladie, en faisant vous savez, en mettant les poids, les points de poids et de taille sur une courbe staturo-pondérale, on peut dater la maladie et on se dit, elle a débuté il y a 1 an. Et souvent, c'est comme ça. Donc, la première chose à faire, ce serait bien, effectivement, c'est que les médecins qui suivent les enfants
reporte, enfin pèse, toise et reporte. Et sur une cassure, effectivement, déjà il faudrait se dire il se passe quelque chose, c'est pas normal qu'un enfant casse sa taille et chercher plus loin. Et après, effectivement, il va y avoir des retards pubertaires, des douleurs abdominales, des diarrhées, des rectorragies. Mais les rectorragies, en fait, finalement, ça va très vite parce que quand on a du sang dans les selles, finalement, les examens sont faits très rapidement. Ève Sommier, dans quel état d'esprit et comment vous retrouvez au final les parents dont leur enfant, dont on vient de diagnostiquer effectivement leur enfant pour une Mickey? Bon, généralement, ce sont des parents qui sont inquiets, qui peuvent, ça arrive assez souvent, culpabiliser. Alors évidemment, ils n'y sont pour rien. Il y a vraiment un besoin important d'information, de soutien, de montrer qu'ils ne sont pas seuls. Il y a besoin aussi de les rassurer. Donc nous, c'est vrai qu'à l'association, on met en place un certain nombre d'actions pour accompagner justement ces parents, mais plus globalement toute la famille, parce qu'en fait, l'arrivée de la maladie, c'est un bouleversement pour toute la famille. Et donc, par exemple, on organise un séjour pour les familles, qui est un moment très important parce que on a dans ce week-end famille des moments dédiés aux parents d'un côté et aux enfants malades et leurs fratries de l'autre. Et donc, chacun va avoir un espace pour pouvoir parler librement de la maladie, de l'impact au quotidien. Ça va être vraiment une forme de soupape où ils vont trouver du soutien, du réconfort et aussi des astuces et des conseils finalement d'autres parents qui traversent la même chose qu'eux. Donc voilà, il y a besoin en fait de redonner un équilibre à la famille. Et puis aussi, il y a un besoin de trouver un juste milieu pour accompagner son enfant, parce que souvent, surtout quand l'enfant, voilà, c'est un adolescent. L'adolescent par principe a besoin d'autonomie, il a besoin de voler de ses propres ailes. Et en fait, avec la maladie, les parents peuvent avoir tendance à s'inquiéter davantage, c'est normal, et à les couver. Donc, c'est finalement leur donner les clés pour les accompagner, mais sans étouffer. Voilà. Donc ça, c'est important. Le prochain week-end, je rebondis sur ce que vous disiez, Ève Sommier, le prochain week-end, c'est les 19 et 20 juillet prochains, ce sera où? Alors non, ça, le 19 et 20 juillet, c'est le week-end pour les jeunes. Alors ça, c'est pour les 18-30 ans qui ont également des problématiques très importantes. Hein, voilà, c'est un moment clé avec quand même un moment où on se construit. Alors soit on fait des études supérieures, soit on rentre dans la vie professionnelle. On a aussi peut-être des envies de fonder une famille. Donc ça, c'est un week-end qui a lieu à Paris, mais qui s'adresse spécifiquement aux 18-30 ans. Le séjour des familles, il a lieu fin octobre. D'accord. Et par ailleurs, on propose également un stage des ados. Et donc ça, c'est fin juillet. Donc ça a lieu toutes les années en Bretagne. Et donc dans ce stage des ados, donc des adolescents malades de Mickey se réunissent pendant une semaine entre eux. Ils peuvent venir accompagnés d'un autre jeune de la même tranche d'âge. Ça peut être un ami, un frère, une sœur, qui va être en fait un allié le reste de l'année. Donc c'est très précieux. Et pendant toute cette semaine, ils vont pouvoir participer à des ateliers pour comprendre leur maladie, apprendre à la gérer, trouver les ressources, par exemple, pour gérer son stress, avoir des informations sur l'alimentation. Et puis trouver aussi un espace, comme je le disais précédemment, pour discuter sans tabou avec d'autres jeunes et trouver les leviers finalement pour se projeter sereinement dans l'avenir. C'est un stage qui est hyper important, qui est un vrai tremplin pour l'avenir, et je dirais même qu'il y a un avant et un après stage. Les parents nous disent en fait notre ado il est revenu transformé, beaucoup plus confiant et beaucoup plus autonome. Docteur, est-ce qu'il y a encore des errances, beaucoup d'errances en termes de diagnostic? Est-ce que ça met du temps pour les parents de comprendre, d'apprendre qu'ils ont cette maladie? Ça met beaucoup de temps parce que un des premiers signes, je vous ai dit que c'était la fatigue. En fait, l'inflammation, elle va aller sur les centres du cerveau et elle va fatiguer les enfants. Et il nous arrive parfois de recevoir des enfants qui ont erré pendant 1 an parce qu'ils étaient fatigués et suspects de dépression, qui ont fait des CMP avec des consultations de psychiatres. Donc vous voyez qu'on en est là aujourd'hui avec des retards diagnostiques de 1 an. Donc oui, ça met du temps. Le retard diagnostique chez l'enfant, en moyenne, il est de 6 mois à 1 an. Docteur Martinez, Ève Sommier parlait il y a quelques instants de culpabilité des parents. Parfois, est-ce que c'est aussi dû au caractère, j'ai l'impression, héréditaire aussi, parfois, concernant ces maladies?
Alors, il y a une part on leur dit aux parents, hein, il y a une part en fait, c'est une maladie qui va se mettre sur un terrain génétiquement prédisposé, mais globalement, la génétique, elle compte pour 10%, et l'environnement pour 60%. Donc, génétiquement prédisposé dans un environnement donné, avec une immunité qui va s'exprimer face à un microbiote particulier. Donc, vous voyez que la génétique, elle compte pour très peu. Mais la culpabilité, elle est énorme parce que, en fait, on touche, c'est soit des enfants qui sont petits, soit des adolescents, et en fait, il faut faire le deuil un peu de l'enfant parfait qu'on avait, et en fait, la culpabilité, que ce soit génétique ou pas, elle est énorme. Et quand en plus on introduit l'histoire de l'alimentation, les mamans, elles culpabilisent énormément, alors qu'en fait elles y sont pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'elles fassent, elles vont, même quand on leur demande de préparer à manger avec des matières premières, ce qu'elles vont acheter en supermarché, la farine et le sucre, hein, c'est des matières qui ont été raffinées, hein. Donc elles y sont pour rien. Et on a beau leur dire, en fait, cette culpabilité, elle reste très ancrée en elles. Ève Sommier, dernière question avant de passer la loupe d'Alix. Quelle scolarité pour ces enfants? Encore une fois, on a dit, ce qui est compliqué, c'est qu'il existe bon nombre au final de maladies de Crohn. On peut mettre tout ça au pluriel. Et donc j'imagine que c'est au cas par cas pour la scolarité de ces enfants? Oui, alors si vous me permettez, j'aimerais juste revenir sur un petit point qu'a évoqué le docteur Martinez, parce que ça donne aussi un peu de contexte. C'est l'impact psychologique aussi de la maladie sur ces adolescents. L'adolescence, c'est par principe déjà une période qui est compliquée, une période de changement, de bouleversement, de construction de soi. Et aux difficultés de l'adolescence vont s'ajouter celles de la maladie, avec tous les symptômes quand même digestifs qui sont tabous, qui restent tabous, l'épuisement, des impacts aussi parfois qui sont extra-digestifs, par exemple des inflammations au niveau de la peau. Donc ce sont des choses qui vont vraiment terriblement impacter l'estime de soi, la construction de l'image de soi. Et donc, il y a quand même un surrisque d'isolement, de déprime, voire de dépression. Donc, on parle beaucoup de santé mentale des jeunes, mais il faut du coup parler aussi de la santé mentale des jeunes qui sont atteints de maladies chroniques. Donc ça, c'est très important. La scolarité, écoutez, en fait, la maladie, elle peut provoquer des absences, il peut y avoir des hospitalisations, la fatigue aussi est très compliquée à gérer. Donc c'est vrai que la scolarité, elle doit être pensée. Il peut y avoir des aménagements qui sont mis en place, une organisation par exemple pour récupérer les cours en cas d'absence. On peut imaginer aussi par exemple un accès facilité aux toilettes, parce que ce sont quand même des maladies qui se traduisent aussi par des besoins impérieux. Et donc un accès urgent aux toilettes. Donc ça doit être pris en compte. Ça peut être également un tiers-temps pour les examens. Donc tout ça peut être inscrit finalement dans un PAI. Donc c'est un programme d'accueil personnalisé qui va finalement préciser les adaptations nécessaires pour une scolarité sereine. Et je précise que par exemple sur le site de l'AFA, donc afa.asso.fr, on a un certain nombre de ressources là-dessus, et notamment une brochure sur les Mickey à l'attention des enseignants. Il faut rester avec nous, mesdames, bien évidemment. C'est l'heure de la loupe, c'est avec Alix. Alix, on prend la direction sans plus tarder de la Vendée avec un jeune Vendéen passionné de vélo et atteint de la maladie de Crohn. Il s'apprête à parcourir près de 4000 km à travers la France. Tout à fait, seul sur son vélo. Il s'appelle Théo Chauvière, il a 20 ans et il est porté par l'envie de changer les regards. Son propre Tour de France débutera le 11 janvier. Pas de caravane, pas de peloton, mais la volonté de pédaler pendant un mois, près de 4000 km pour faire entendre la voix de celles et ceux qui vivent avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Le jeune Vendéen est étudiant en informatique à Nantes, mais aussi coureur cycliste amateur. Il connaît bien les symptômes de la maladie, douleurs abdominales, fatigue, crise imprévisible. Longtemps, il a entendu que sa condition limiterait ses rêves. Eh bien, ce projet, c'est sa façon à lui de démontrer l'inverse. Théo a d'ailleurs choisi de mener à bien ce projet pour l'AFA Crohn RCH France. Une cagnotte a d'ailleurs été ouverte pour soutenir l'association. Chaque étape du parcours sera documentée en ligne sur Instagram et TikTok via le compte Ride for Crohn. On regarde sa petite vidéo de présentation. Salut, moi c'est Théo, j'ai 20 ans et ça fait 6 ans que je fais du vélo. Cet été, je pars faire le Tour de France à vélo. Mais ce n'est pas juste un défi sportif. Je roule pour soutenir les enfants, les personnes atteintes de la maladie de Crohn. Une maladie que je connais très bien, parce que je vis avec depuis l'âge de mes 13 ans.
Ce projet, c'est un mélange de passion, de défi, mais surtout d'espoir. Et j'ai besoin de vous pour le faire connaître. Suivez l'aventure, partagez et abonnez-vous. C'est aussi une façon de rappeler que les enfants et les jeunes malades ont besoin d'écoute, de visibilité et de projets dans lesquels se projeter. D'ailleurs, avis à nos téléspectateurs, Théo cherche des points de chute sur son parcours. Voilà, si quelqu'un veut l'accueillir. C'est un peu j'irai dormir chez vous, c'est oui, ça? Complètement. C'est ça, d'accord. Okay. Eve Sommier, vous représentez l'AFA, que Théo soutient donc dans son défi. Au-delà du symbole, en quoi ce type d'initiative peut-il transformer le regard sur la maladie? Vous parliez du tabou tout à l'heure. Oui, alors en fait, le projet de Théo, il est génial. C'est-à-dire qu'il montre quand même, et ça, je voulais vraiment en parler, c'est qu'avec une maladie qui est bien maîtrisée, avec un bon parcours de soins, avec les bonnes informations, on peut vivre quand même une vie bien remplie, bien épanouie, mener à bien des tas de projets, et on voit beaucoup, on a des tas d'exemples comme Théo, en fait, de jeunes ou de moins jeunes qui se lancent des défis, notamment sportifs. On a des sportifs d'ailleurs de haut niveau maintenant qui parlent ouvertement de la maladie et qui brisent ce tabou. Donc en fait, je pense qu'on vit vraiment un moment très intéressant où les malades, mais aussi les proches, prennent la parole à travers des engagements sur le terrain ou alors sur les réseaux sociaux. Ils montrent voilà, sans tabou la réalité de la maladie. Et ça, c'est crucial pour déjà montrer ce que sont ces maladies et puis montrer à toutes les personnes qui sont concernées qu'elles ne sont pas seules et qu'il est possible d'accomplir de grandes choses et aussi, ça permet de faire parler de l'association parce que c'est important de montrer qu'une association comme l'AFA existe et qu'elle est composée de nombreux bénévoles qui sont là pour justement apporter du soutien, de la formation et aider les gens à mieux vivre avec la maladie. Douleur abdominale, diarrhée, docteur, fièvre, fatigue, ou on l'a dit encore malnutrition, tous ces symptômes. Je ne sais pas si on a bien précisé, mais la maladie opère par poussée, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer? Oui. C'est des maladies, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, quand vous m'avez demandé de les décrire, c'est des maladies qui évoluent toutes les deux, recto-ocluite hémorragique et maladie de Crohn, par poussée entrecoupée de rémission. Et donc l'objectif du traitement, c'est de traiter la poussée et de mettre le patient en rémission avec un traitement qui le mettra en rémission longtemps. D'accord. Et il peut avoir deux traitements, un traitement de fond et un traitement pour la poussée? On peut avoir un traitement de la poussée et un traitement de fond. Et puis après, on n'a qu'un traitement normalement. D'accord. Et docteur, ce sont inévitablement des maladies à vie? Alors, c'est ça, c'est bien là le nœud du problème, et c'est bien pour ça en fait que, Eve Sommier vous a dit tout à l'heure qu'en fait les patients avaient du mal et les jeunes adolescents avaient du mal en fait, et que ça avait un retentissement psychologique énorme. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, qui est la période de toute puissance où il y a une pensée magique énorme, on leur annonce qu'en fait ils vont avoir une maladie chronique qu'aujourd'hui on ne sait pas guérir, et qu'ils vont avoir, si ce n'est des traitements à vie, au moins un suivi à vie avec cette pathologie qui ne les quittera pas. D'où le retentissement psychologique important. Mais Eve, d'ailleurs, j'en profite, je rebondis. Vous pensez que ça nécessite un accompagnement psychologique aussi? Ça peut, et à l'association, on a justement une permanence avec une psychologue pour faire le point justement sur sa situation et orienter vers des professionnels pour un suivi dans la durée si besoin. C'est vrai qu'il y a des moments quand même de grande fragilité. Ça peut être notamment au moment de l'annonce du diagnostic, l'annonce de la maladie. Bon, là, ça fait quand même un choc. Il faut quand même digérer cette annonce et c'est compliqué parfois de rebondir derrière. Ça peut être avant une hospitalisation, par exemple. Enfin, vous voyez, donc en fait, il y a quand même des moments dans la vie avec une Mickey qui sont sensibles et qui peuvent quand même nécessiter un accompagnement. Mais y compris pour les proches, parce que là encore, la maladie, elle a un retentissement très important auprès des proches. Donc, un accompagnement, ça peut s'avérer très positif. Docteur Christine Martinez, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le microbiote et quel est le lien justement avec la maladie de Crohn ou les maladies de Crohn? Et est-ce que la recherche, est-ce que les dernières découvertes sont peut-être porteuses d'espoir justement pour éventuellement trouver un traitement efficace?
Le microbiote, c'est en fait tout le côlon. Dans le côlon, on a des tonnes de bactéries qui vivent en symbiose avec nous et qui en particulier fabriquent de la vitamine K pour nous. Donc c'est vraiment un système, un autre système, un autre monde à l'intérieur de nous. Dans la maladie de Crohn, en fait, le microbiote, il est en déséquilibre, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des espèces un peu plus agressives, des espèces protectrices moins présentes. Et puis, le patient va avoir une barrière intestinale plus fragilisée, avec du mucus moins... Enfin, comment dire, qui va permettre l'intrusion, des jonctions serrées qui vont permettre également l'intrusion de ces bactéries dans les cellules, avec finalement des cellules immunitaires qui vont s'activer contre cette intrusion qui n'aurait pas dû être. Effectivement, la recherche, enfin, on cherche beaucoup. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de traitement qui pourrait dire que la maladie est guérie et donc on donne une fois et que c'est fini. Pour l'instant, les traitements, c'est plutôt des traitements suspensifs qui endorment la maladie mais qui ne la font pas disparaître. Mais effectivement, la recherche, il y a des gros laboratoires de microbiote, en particulier à Saint-Antoine, où on cherche beaucoup. Eve, est-ce que vous sentez une évolution dans la façon dont, j'allais dire la société, mais plutôt l'école, puisqu'on parle d'enfants, prend en compte ces pathologies chez les jeunes? Je dirais que c'est un peu tout l'enjeu en fait de nos campagnes, de tout ce qu'on met en place, c'est justement d'améliorer la connaissance et la reconnaissance de ces maladies et de ces impacts. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire au niveau de l'école, mais aussi plus globalement au niveau de la vie professionnelle, où là on mène quand même pas mal d'actions de sensibilisation justement autour, par exemple, des responsables des ressources humaines, des chefs d'entreprise, voilà, pour qu'il y ait une meilleure prise en compte et une meilleure insertion des personnes qui sont atteintes de MICI quand il y a des difficultés qui nécessitent des aménagements. Mais parfois, on a aussi le cas de personnes qui n'ont pas d'aménagement, qui n'ont pas besoin de mettre en place des aménagements. Mais en tout cas, voilà, avoir des facilités pour la vie professionnelle et la scolarité. Moi, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail. Il faut nous rappeler le lien de votre site, de l'AFA? Oui, donc c'est afa.asso.fr. Et un immense merci à vous toutes les deux. Eve Sommier, directrice de la communication et du développement de l'association AFA Crohn RCH France, et le docteur Christine Martinez, qui est gastropédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris. Infiniment, je vous dis merci infiniment, mesdames. C'est la fin donc de cette émission, c'est la fin du MAG. Et Alix, je te retrouve demain pour mon plus grand plaisir. À demain.